Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 21 décembre. Et tout de suite, mesdames, je vous entraîne au 7e ciel. Ah ouais. Non, je veux dire dans l'espace. Il y a tout juste 50 ans, les trois Américains Frank Borman, Jim Lowell et William Anders de la mission Apollo 8 tournaient autour de la Lune. Ils furent les premiers êtres humains à sortir de l'orbite terrestre. Alain Sirou, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Vous êtes le directeur du magazine Ciel et Espace, consacré ce mois-ci à cette mission lunaire de 1968. D'abord, ce qui est exceptionnel, c'est que les trois astronautes américains d'Apollo 8 sont toujours vivants. Et ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que vous les avez interviewés. Oui, ils ont tous les deux, pour les premiers, Borman et Lowell, 80 ans, pour Anders, 75 ans. C'est d'ailleurs le seul équipage d'Apollo qui est encore toujours constitué, si je puis dire. Et c'est extraordinaire de discuter avec ces vieux messieurs qui racontent 50 ans après ce qui s'est passé. Parce que vous imaginez vous lever un matin en vous disant, bon, bonjour les copains, je prends ma valise et je pars pour la Lune. Vous imaginez ce que ça veut dire? Je pars pour la Lune. Mais est-ce qu'ils pensaient en revenir? Enfin, quel était... Ah bah oui. Non, j'imagine que c'était calibré, mais le risque était quand même fort, élevé à l'époque. Oui. Alors, vraisemblablement, pour les plus pessimistes des experts, ils avaient une chance sur deux d'y rester. Ah voilà, c'est ça. Mais oui, parce que la fusée n'avait jamais été testée avec un équipage. Ça avait déjà décollé 2 fois. Alors oui, comment ça s'était passé? Il y avait une fusée d'essai qui avait été lancée, comme dans Tintin, Objectif Lune, avec personne dedans, juste une petite fusée. En fait, les fusées, c'était des fusées qui se constituaient les unes derrière les autres, c'est-à-dire qu'elles s'amélioraient au fur et à mesure. Et en fait, ces 3 hommes, et c'est ça que j'ai découvert, ces 3 hommes ne partaient pas pour la Lune, ils partaient pour battre les Soviétiques. Ah oui, donc il y avait une notion de course contre la montre. C'était une course, les Soviétiques les avaient dépassés tout le temps. Ils avaient d'abord envoyé Spoutnik, et puis ensuite la chienne Laïka, oui. Et puis Gagarine, et puis Tereshkova, la première femme de l'espace, et puis le premier homme, Leonov, qui était le premier homme libre dans l'espace, donc à chaque fois les premières. Mais personne n'était sorti de l'orbite terrestre. Personne n'était encore sorti de l'orbite terrestre, personne n'avait encore jamais fait le tour de la Lune. Et la Lune, c'était un peu, si vous voulez, comme, je vais prendre une métaphore sportive. J'adore quand vous faites des métaphores. C'est la Coupe de l'América, c'est la bouée autour de laquelle il faut tourner. Et elle est à 400 000 km de distance. Et les premiers qui allaient faire ça, finalement, allaient marquer un point déterminant, parce que voir la Terre de loin, c'était quelque chose qu'ils n'avaient même pas imaginé. Finalement, on a autant découvert la Terre que la Lune dans cette mission. Alors, quand on discute avec ces vieux messieurs aujourd'hui, ils disent une chose extraordinaire. Ils disent, nous sommes partis pour découvrir la Lune, pour observer la Lune, et nous avons découvert la Terre. Et c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que après 3 jours de voyage, alors ils étaient dans des conditions absolument épouvantables. Le commandant de bord, Borman, était malade. Il vomissait. Il avait une diarrhée. Ça doit être sympa dans l'espace. C'était sympa dans l'espace, dans une cabine téléphonique, vous voyez. Oui, en plus, oui. Oh là là. Donc personne ne disait rien, parce qu'il ne fallait absolument pas que ça se sache. Et ils arrivaient dans le noir, ils arrivaient du côté de la face obscure, ils allaient faire le tour de la Lune pour être capturés par l'attraction gravitationnelle de la Lune. Et puis, c'était des conditions un peu particulières, quoi. Ils se sont mis à tourner autour de la Lune, et tout d'un coup, les cratères sont apparus. Les cratères sous le soleil. C'est-à-dire un paysage absolument incroyable, à 400 km d'altitude. Et là, ils ont tout abandonné. Ils se sont jetés aux hublots. Ils ont découvert que les hublots étaient pratiquement... Enfin, ils étaient sales, très sales. Et c'est ça qui est incroyable. Pour les premières photos en l'espace, aujourd'hui, on a Thomas Pesquet qui nous envoie une photo par minute dès qu'il est en l'air. Ouais. Les premiers clichés de la Terre sont devenus historiques par la suite, mais le hublot était sale, comme vous l'avez dit, et l'équipage a failli partir sans équipement vidéo. Absolument, parce que l'objectif, c'était de faire le tour de la Lune. C'était pas de faire autre chose. Oui, mais il fallait communiquer pour montrer aux Soviétiques. Ça n'existait pas vraiment. Parce que figurez-vous que même la caméra qui a été embarquée l'a été pratiquement au dernier moment. Et un des astronautes qui a fait la photo historique où on voit la Lune qui se lève, la Terre qui se lève au-dessus de la Lune, il avait fait le forcing pour prendre un téléobjectif. Et il raconte que tout d'un coup, il a vu la Terre se lever et il s'est dit, passez-moi un film couleur. Il a chargé un film couleur. Il s'est mis au hublot qui était le plus propre de tous. Les hublots étaient très 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 sales. Et il a fait à la main, en flottant, ces 7-8 images qui sont devenues une des images emblématiques du XXe siècle, où on voit finalement la Terre toute petite, fragile. On découvre l'écologie. Pour revenir à aujourd'hui, Alain, un module chinois est actuellement en train de tourner autour de la Lune. Son objectif, débarquer sur la face cachée de cet astre. Quel est l'enjeu là? Alors l'enjeu, c'est encore une fois de montrer la supériorité d'un pays qui s'appelle la Chine sur son environnement. C'est-à-dire c'est toujours une question de se mesurer aux autres nations. Bien sûr. Vous savez, avec Apollo, il y a eu un seul scientifique. C'était la dernière mission, pratiquement le 12e homme, qui était un géologue. Tous les autres étaient des militaires, des pilotes d'essai, parce que finalement, réussir à tourner autour de
la Lune avec des moyens propres, une fusée, une capsule, etc., eh ben, ça nécessite une technologie. Et avoir cette technologie, ça montre qu'on est fort. Dernière question, scientifiquement, est-ce qu'on a encore quelque chose à apprendre de la Lune ? Est-ce qu'elle continue à susciter autant d'intérêt alors qu'on parle beaucoup plutôt d'aller sur Mars aujourd'hui ? La Lune, on ne sait pas grand-chose. Et scientifiquement, c'est extrêmement intéressant. On a commencé presque par l'inverse. On a envoyé des hommes, puis après on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils ont ramené finalement ? On ne connaît pas très 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 bien l'origine de la Lune. On sait en particulier que la Lune, elle a toutes les archives du couple Terre-Lune. Donc aller dessus, ça veut dire qu'on va trouver les moyens de raconter ce qui s'est passé dans le passé. Et puis, vous savez, c'est la recherche. C'est-à-dire que vous ne savez jamais ce que vous allez trouver quand vous allez quelque part. Et si aujourd'hui on a un petit clin d'œil à faire, je dirais, à Noël, la face cachée, pourquoi pas une surprise avec des petits bonhommes, des luniens, des luniens qui seraient restés cachés pendant toutes ces années. Ça serait formidable. Merci Alain Siron. On rappelle que vous êtes directeur du magazine Ciel et Espace, dont le dernier numéro consacré à Apollo 8 est en vente dans tous les bons kiosques de France. Merci Alain d'avoir été avec nous.